Azul, bonsoir. Merci pour cette invitation, même si je vais me répéter en disant que, comme je l'avais dit à professeur Sabrina Zouaghi à l'université de Béjaïa, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ma présence ici, si ce n'est vous rencontrer et débattre avec vous. Car pour Béjaïa et pour une grande région et de Kabylie, et où le travail de conscientisation a commencé il y a bien longtemps, je viens partager une expérience avec vous et peut-être apprendre de vous plus que vous ne pourriez apprendre de moi. Mais je vais partager avec vous mes réflexions et on pourra, c'est pour ça que je ne vais pas être très très longue et que je préfère avoir un débat long où on pourra discuter plutôt que vous donner, partager ma vision du monde avec vous et ma vision de ce qui se passe avec une actualité très riche, mais surtout avoir de vos avis et partager avec vous le mien. Donc c'est un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui. C'est vrai que j'ai connu le militantisme d'Aoukas que je ne connaissais pas, à travers les réseaux sociaux. Il y a quelques années, on voyait qu'il y avait des groupes de militants, d'activistes, une conscientisation qui se faisait. Ils parlaient de militantisme pour les causes justes. C'est un militantisme que je partage avec vous, ici à Aoukas, parce que vous avez souvent été à l'avant-garde, et c'est les avant-gardistes qui font avancer un train. C'est la locomotive qui fait avancer le train. Donc, c'est aussi pour rendre hommage à ce qui est un café littéraire. Un café littéraire qui a effectivement été menacé de fermeture en 2017 et où j'avais fait le déplacement avec d'autres militants, avec le journaliste Chokri Amari, qui était venu pour dire non. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde le sait, les ignorants ont une peur comme pas possible de tout ce qui est conscience. Ce café littéraire, qui est un petit café situé dans une région d'Algérie, et qui se mettait à inviter des écrivains, à pousser les citoyens au débat, commençait à déranger. Il dérangeait sérieusement. Parce que la conscience et tout ce qu'a fait ce régime jusqu'ici, c'est-à-dire tenter de la détruire. Ici, le café littéraire d'Aoukas et d'autres cafés littéraires aussi, parce qu'il a fait des émules et il y en a eu des ouvertures dans d'autres régions, commençait sérieusement à déranger. Parce qu'un citoyen conscient est un citoyen qui dérange tout ce qui est dictature, et tout ce qui est dictature, bien sûr, se nourrit de l'ignorance. Donc aujourd'hui, être ici est un très grand honneur pour moi. Je n'ai pas de livre à présenter. Je passe davantage mon temps à écrire sur les réseaux sociaux et à essayer de donner des coups de pied dans la fourmilière que de prendre un temps d'écrire un livre. Ça viendra un jour peut-être. Ce n'est pas encore le cas. Mais je suis également ici pour rendre hommage aux livres, pour rendre hommage aussi à tous ces intellectuels qui ont participé à travers leurs écrits à la première révolution. Donc des écrivains que vous évoquez souvent, des écrivains que vous invitez ici, chez vous, les plus contemporains. Donc les anciens écrivains, les Keteb Yassine, les Mouled Faraoun, les Ma'amri, etc., etc. D'autres qui ont écrit, les Farhad Abbas. Le livre, et je le dis encore, et je le répète, la France coloniale s'est tirée une balle dans le pied quand est-ce? La France coloniale nous a occupés quand même pendant 132 ans et ce n'est pas rien. Elle s'est tirée une balle dans le pied lorsqu'elle a décidé de scolariser l'indigène. Un beau jour, elle a décidé de scolariser quelques indigènes. Et ces indigènes-là, après avoir été scolarisés, sont devenus par la suite les architectes de la Révolution. C'est eux qui nous ont apporté la liberté, à travers la conscience et l'instruction. C'était la question qui se posait, malgré qu'ils aient reçu une instruction française, entre guillemets, qui parlait des Gaulois, de la France, etc. Mais l'Algérien, ici, se posait la question, liberté, égalité, fraternité pour toi, mais pas pour moi. Un beau jour,
il a voulu, lui aussi, avoir sa liberté, et c'est à travers l'école, et à travers aussi les Voltaire, les Rousseau, et à travers nos intellectuels, à nous, par la suite, que je viens de citer, et beaucoup d'autres, qui ont écrit et qui ont permis à l'Algérie d'être indépendante. Ces intellectuels-là, qui ont été les pionniers, parce que avant de passer à une révolution armée à l'époque, il y a eu une révolution intellectuelle, de la pensée, de la conscience. Ces gens-là ont été quelque part trahis au moment de la révolution. Pourquoi? À travers, je n'ai absolument rien contre la langue arabe. Hein. C'est une langue que j'apprécie particulièrement, et puis j'apprécie toutes les langues en général. Plus on en apprend, et plus les portes et les fenêtres s'ouvrent vers l'universalisme. L'arabisation, en faisant la guerre à la langue française, qui avait permis aux architectes de la Révolution de se révolter, a fait en sorte de couper les ponts avec ce qui représentait le cerveau de la Révolution de l'époque. Donc ils ont été rapidement considérés comme étant des traîtres, comme étant des francophiles, comme étant, alors que c'est eux qui ont sorti la France. C'est très paradoxal tout ça. Et donc il y a eu une volonté d'un groupuscule de vouloir mettre à l'écart ces gens-là, mettre à l'écart la conscience. Et à travers elle, rendre un peuple aussi orphelin. Parce que s'ils avaient participé à la traduction de tous les ouvrages de ces écrivains et intellectuels qui avaient participé qui avaient préparé cette révolution algérienne de l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc on vit encore aujourd'hui ce mauvais démarrage, comme le dit si bien Farhat Abbas, cette indépendance confisquée. Elle est confisquée non pas linguistiquement, parce que quelle que soit la langue, la liberté n'a pas de langue. Par contre, la pensée de la liberté qui était présente à cette époque-là, elle était transmise à travers ces intellectuels d'avant l'indépendance et qui ont été ou assassinés, ou poussés à l'exil, ou par des goûts qui ont jeté l'éponge et qui ont, à force d'être traités de traîtres à la nation, comme on le vit encore aujourd'hui. Hein. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce régime, vous êtes Ayadi Khaledjia et vous êtes tout ce que l'on vit jusqu'ici. Jusqu'à traiter tout un peuple. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y avait au début des minorités qui luttaient, des activistes, des intellectuels, des politiques, etc. Et puis, un beau jour, un 22 février, c'est tout un peuple qui a dit stop, on arrête cette mascarade. Et lui-même, aujourd'hui, est traité à travers les médias de main étrangère et de traître et de zouave, vous connaissez toute la terminologie qu'on subit continuellement sur les réseaux. Donc ce fut une trahison, et une trahison bien orchestrée, afin, je le pense, d'instaurer ce que l'ignorance qui permettrait à ce régime de continuer à se nourrir. Et on le vit encore aujourd'hui. Donc cette brève introduction, parce que c'est vrai que ce n'est pas le thème, mais je tenais à rendre hommage à tout ce qui est café littéraire, à tout ce qui pousse les gens à débattre, à faire nourrir cette conscientisation d'un peuple, parce qu'un citoyen conscient est le ciment de la nation. Et ça, c'est très très important. Donc un hommage au café littéraire d'Aukaz. Je reviens au sujet qui nous a rassemblés aujourd'hui à travers l'actualité que l'on subit et à travers ce bras de fer d'un groupuscule au pouvoir qui déclenche un bras de fer face à un peuple qu'il a longtemps instrumentalisé. Longtemps, c'est vrai, ce sont quelques régions qui ont dit stop à un régime, qui ont essayé de résister comme ils ont pu, qui ont pu se sentir seuls aussi. Mais ils ne peuvent pas en vouloir au reste des régions, qui étaient constamment endoctrinées, qui n'avaient pas forcément l'accès au savoir. Donc aujourd'hui,
Et grâce, et ça, il faut qu'on lui rende hommage un jour à ce Mark Zuckerberg qui nous a donné ces réseaux sociaux et ce Facebook qui a enlevé les frontières. Et je vous ai dit, moi, Awqas et son activisme et sa conscientisation, je les ai connus à travers les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas Awqas avant. Je ne suis pas un blog-trotteur, je ne voyage pas énormément. Donc le bras de fer qui se fait à travers ce groupuscule, et groupuscule, tarjamat, la traduction du mot groupuscule, c'est shurduma. Shurduma, laysat fi shab. Shurduma fait sulta. Donc cette minorité-là, qui veut nous imposer ces élections caduques pour faire perdurer un système qui nous a emmenés plusieurs fois droit dans le mur depuis le 22 février 2019, ce peuple est debout, ce peuple est dehors, on voyait les prémices arriver, on voyait une jeunesse au niveau des stades qui en avait marre, on voyait des citoyens commencer à sortir, ils sont sortis plusieurs jours avant, que ce soit à Khanchla, que ce soit à Kharrata, etc. Et puis le 22 février, le peuple a décidé de dire stop. Ce jusqu'au boutisme de monsieur Gaïd Saleh et de ceux qui le soutiennent, pour des intérêts clairement personnels. Ce jusqu'au boutisme et ce bras de fer face à tout un peuple est ressenti par le peuple comme du mépris. C'est du mépris d'une volonté populaire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de jouer sur les diversions de « c'est une région qui s'oppose, elle veut tqsim le bled », etc. Aujourd'hui, la conscientisation, elle a épousé 48 wilayas. Et ce sont 48 wilayas, à travers les citoyens algériens, qui sortent et qui disent on ne veut pas de l'istimraria et donc de la continuité qu'ils veulent nous imposer. Avons-nous besoin de rappeler que le peuple algérien, dans la rue, est de manière très civilisée, est dehors depuis 9 mois. Il est dehors depuis 9 mois, sans avoir cassé un seul carreau. Je comparais le peuple algérien qui sort depuis le 22 février, non pas à ce dont on nous avait attaqué, parce que quand on était sorti en 2014, ou ceux qui avaient décidé de résister avant, et il y en a d'autres qui ont résisté bien avant, et la résistance algérienne, elle ne date pas d'hier, c'est une résistance de plusieurs siècles, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est dans notre nature en tant que peuple, mais ces gens-là, quand ils sont sortis, de manière pacifique, je les compare davantage aux pays d'Amérique latine. Parce que qu'est-ce qu'on partage avec les pays d'Amérique latine et qu'on ne partage pas avec les pays du Moyen-Orient qu'on dit faussement arabes, alors qu'ils sont arabophones, un peu comme nous aussi, parce que c'est ce qu'on partage avec eux. Ce qui nous relie davantage aux pays d'Amérique latine qui sont sortis après nous, je tiens à le signaler, on a été pionniers dans cette révolution pacifique, c'est d'avoir déjà mené une révolution. Les pays d'Amérique latine qui sortent aujourd'hui, que ce soit le Chili, la Bolivie ou autres, et qui s'élèvent contre les dictatures, contre le néolibéralisme sauvage, ce sont des pays qui partagent avec nous une révolution. Ce sont des pays qui se sont opposés à leurs dictateurs, comme nous nous sommes opposés à la présence coloniale. Donc nous avons cette soif de liberté en tant que peuple que nous espérons un jour que les autres pays qui jusqu'ici subissent des monarchies et qui sont enfermés dans des idéologies qui soumettent le peuple comme un troupeau de moutons, nous espérons pour eux un jour aussi qu'ils se libèrent. Et ce n'est pas pour rien que ces pays du Moyen-Orient, que ce soit les Émiratis, et là je n'attaque pas les peuples, j'ai tout le respect pour tous les peuples du monde. Je suis en train de pointer du doigt des pouvoirs qui ne veulent pas être contaminés par l'aspiration qui nous pousse à militer aujourd'hui en tant que peuple pour la liberté. Ils ne veulent pas être contaminés et comme ils ont fait avorter les révolutions dites arabes, celle de l'Égypte, que je ne considère pas du tout comme un pays arabe. Hein. Je ne sais pas comment on peut descendre de Pharaon et être arabe. Ceci dit, ces pays-là qui ont tenté la révolution, ils ont été rapidement avortés par les monarchies du Golfe. Pourquoi? Parce qu'à travers une religion majoritaire commune et une linguistique commune, ils avaient peur, et ils ont peur jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'être contaminés
Donc ils ont aidé par certains pays occidentaux, fait germer Daesh. Et on a vu l'échec des différentes révolutions de ces pays-là, que ce soit en Syrie, en Égypte ou en Libye. Pour nous, depuis le départ, il n'était pas question d'épouser cette révolution-là, où on aurait été instrumentalisé en tant que peuple. Il était question, depuis le départ, de dire « nous ne sommes pas une révolution arabe. Nous voulons autre chose. Nous sommes la révolution qui doit se poursuivre parce que, tout d'abord, nous avons notre propre histoire. Et notre première révolution, celle d'un petit groupuscule de personnes qui a décidé qu'on ne voulait plus de la présence du colonialisme français et qu'on voulait être algérien à part entière, dans sa pluralité. C'est très important, parce que certaines choses et certains points ont été trahis en post-62 et toujours sous influence de certaines régions. Ce peuple-là, qui milite aujourd'hui de manière pacifique, qui a appris à travers cette révolution à faire connaissance avec lui-même. Parce que jusqu'ici, c'était ce qui faisait peur au début et qu'on bascule justement. Et c'était des craintes que j'avais il y a quelques années. C'était, oui, il fallait que ce régime change parce qu'il nous emmène droit dans le mur. Quel que soit, que ce soit économiquement parlant, socialement parlant, il n'a pas de projet de société. Il n'a absolument rien. Aucune vision, si ce n'est la prédation. Il n'a absolument rien. Donc, il y avait ces craintes-là qu'on bascule vers les échecs de ces pays qui avaient fait leur révolution arabe. Mais grâce ou à travers une histoire, la première révolution, la blessure, les différentes blessures, les octobre 88, la décennie, le 2001 et toutes les blessures qu'on a subies, à chaque fois qu'on a voulu faire avancer des idées, on a été instrumentalisés tous, hein, que ce soit par la religion, par le régionalisme, par toujours, il a adopté en fait ce régime du colonialisme français, le diviser pour régner, et ils ont fait de nous un peuple qui se déchiquette, qui se fait la guerre, etc., etc. Mais aujourd'hui, à travers cette Algérie et ce peuple que Gaïd pense être le peuple des années 70, ce n'est absolument pas le cas. Dans les années post-62, c'était un peuple à majorité analphabète, il faut qu'on se le dise. Il n'y avait qu'une minorité d'instruits, et ceux qui ont milité et qui ont réussi à convaincre un peuple pour l'importance de la liberté et de se libérer du colonialisme français. Ceci dit, aujourd'hui, ce n'est pas le même peuple qu'ils ont pu instrumentaliser à l'époque à travers une télé unique, un parti unique, une pensée unique, tout était unique. Aujourd'hui, le peuple est différent. Il a accès à l'information. Il a accès au savoir. Et c'est pour ça qu'on remerciera jamais assez, justement, ces réseaux sociaux qui ont permis d'abolir les frontières. Je vous ai dit, moi, je ne m'étais jamais déplacée jusqu'à Oras, même si c'est magnifique, c'est beau, la mer, etc. Et par la suite, je suis venue de plus en plus souvent, bien entendu, parce que je partageais aussi une vision de l'Algérie commune. Mais on a appris à se connaître à travers les réseaux, à voir des Algériens s'exprimer sur les réseaux, qui soient de Tindouf ou de Béjaïa, ou d'Est en Ouest, ou d'Oran, ou d'Annaba ou Constantine, ou autres, à commencer à débattre. Nous n'étions pas toujours forcément d'accord sur les réseaux. Il y avait des tendances plutôt progressistes, avant-gardistes, des tendances plutôt conservatrices qui versaient assez facilement dans l'insulte parfois, mais on peut en vouloir. C'est le produit de l'endoctrinement aussi, mais ça nous a appris de créer des réseaux de pensée, pas des réseaux d'humains, de partager des visions communes et de l'Algérie qu'on voudrait connaître demain et qu'on n'a pas réussi à faire aboutir à travers ceux qui ont été les architectes de la première révolution. On a assisté toujours à travers ce régime, à détruire ou faire taire, ou faire disparaître, faire étouffer, diffamer tout ce qui ne partageait pas sa vision des choses. Donc, on ne va pas reparler de l'histoire, et ça, ici, tout le monde le connaît.
qu'on aille jusqu'à Abben qui a été liquidé parce que sa vision ne correspondait pas, Farhad Abbas qui a été mis en exil politique quelque part et qui a jeté l'éponge à travers une vision qu'il ne partageait pas, car il dénonçait justement cette indépendance confisquée, et à travers beaucoup d'autres qui ont essayé de militer, de résister en post-indépendance et qui ont toujours été ou poussés à l'exil ou à faire taire jusqu'au jour d'aujourd'hui où malheureusement, pour ce groupuscule de chefs d'État qui veulent nous imposer ces élections et qui pensent instrumentaliser le peuple à travers des médias lourds, les Shorok, les Nahar, etc., et toutes les pressions. Vous savez, hier, on a suspendu Mahrez Rabia, l'un des meilleurs journalistes de Canal Algérie. Comme on a essayé de faire taire ce que le journalisme algérien a fait de meilleur. Khaled Drarni a jeté l'éponge de Shorok juste avant le début de la révolution. Khaled Drarni qui soutient, qui est du côté de son peuple. Vous savez, il y a plusieurs types de journalisme. Il y a des journalistes qui rapportent l'info comme ça froidement, sans se mettre en avant ni partager. C'est du journalisme professionnel qui se passe dans des pays, dans des états de droit. Nous assistons à des gens de non-droit, comme pendant la décennie. Et là, ce sont des journalistes résistants qui prennent la plume. Que ce soit à l'époque Saïd Maqbeli, Tahajaoud et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, les Saïd Maqbeli, Tahajaoud, l'époque, c'est Khaled Drarni, c'est Mahrez Rabia. Il y a toujours des plumes qui font avancer les causes. Ces plumes-là nous aident, Moustapha Hamouch, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Je n'aime pas, je le répète, citer des noms parce qu'on ne peut pas citer tout le monde. Oui, beaucoup. Ceux qui ont été sacrifiés pendant la décennie et ceux qui aujourd'hui sont sacrifiés d'une autre manière. Ils sont sacrifiés de manière professionnelle. On les empêche de vivre, tout simplement. Vous savez, c'est pas facile. C'est un luxe d'être ou militant ou journaliste engagé. Parce que vous risquez de perdre votre travail, parce que certains ont des enfants à nourrir, parce qu'on se dit, dois-je sacrifier mes enfants et ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas. Ou dois-je sacrifier ma cause? On vous pousse à chaque fois à un dilemme d'une perfidie, d'une ignominie incroyable. Personnellement, je ne travaille pas depuis 2 ans. Mais j'ai le luxe, entre guillemets, de savoir que même si je ne travaille pas, mes enfants sont nourris par leur père. Ça me rassure. Donc ça me permet de continuer, même si moi, on me lèse, etc., etc. Il y a des sacrifices à faire. Tout le monde n'est pas prêt à sacrifier ses gosses. On est d'accord comme ça, mais il y a nos enfants, même si Djebran Khaled Djebran dit vos enfants ne sont pas vos enfants. D'accord? Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de demain. Et les enfants de demain, ce ne sont pas uniquement vos enfants. C'est les enfants des autres, c'est les enfants de demain, c'est des générations futures. L'Algérie est une république jeune qui a mal démarré, mais c'est plusieurs générations qui vont venir après nous, et ceux-là, on ne peut pas tous les sacrifier. Donc parfois, il y a des sacrifices à faire. Et ce qui est triste, c'est qu'on vous sacrifie les meilleurs éléments algériens, les meilleurs journalistes, mais qui, grâce à la toile, arrivent encore à s'exprimer. Ils ne sont pas payés, mais ils s'expriment, ils soutiennent le Hirak, ils soutiennent le peuple algérien, ils sont une minorité, mais ils existent, il faut les soutenir. Donc, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est, voilà, ils ont décidé d'aller à des élections. Des élections décidées par un général, et qu'il nous fallait un énième président élu, désigné, imposé
de la même manière que tout ce qu'ils ont fait depuis 62. 62, indirectement, hein. Tout ma chère Jahel, nous mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dans le peuple, le dernier des derniers, il est arrivé au CEM. Et on est gouverné par un type qui s'est arrêté en 4e année primaire. Et certains disent moins que ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas avoir une nostalgie d'une certaine époque. C'était pas bon parce que quelque part, vous me dites, quand il a décidé de prendre le pouvoir, parce que c'est comme ça que ça a commencé, vous me dites, quand il a décidé de prendre le pouvoir, il ne pouvait pas le prendre clairement, lui, avec ses chars. Il fallait une façade démocratique. Il fallait un président. Donc il envoie Bouteflika, à l'époque, en prison, voir Boudiaf et Feu Internet, pour leur proposer de devenir président de la République. C'est-à-dire, ils auraient été désignés par Boumediene. Boudiaf et Aït Ahmed ont refusé. Ils ne voulaient pas de cette présidence désignée, imposée. Ils disent, ça sera le peuple qui décidera, mais c'est pas toi qui me désigne. À partir de là, et à partir du moment où ils savaient qu'ils allaient être instrumentalisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent Ben Bella. Et ça, c'est l'histoire. Pour quelque temps après, mettre de côté Ben Bella et reprendre le pouvoir par Boumediene, qui par la suite, dès qu'il meurt, c'est toujours l'armée qui décide que Chani sera président. Et tout de suite après, on rentre dans un mur, décennies, on instrumentalise les idéologies, etc. Et hop, on ramène Zalouel, on ramène d'abord Boudiaf qui pensant sauver la nation, cède à sa sincérité qui lui a coûté très cher. Ça lui a coûté la mort. Et par la suite, etc., mettons Zalouel, mettons ceci, ramenons Bouteflika, il a un bon carnet d'adresses, oui, peut-être, il est le moins pire des, on a entendu des vertes et des pas mûres, mais en fait, ce peuple n'a jamais, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019, choisi son dirigeant. Absolument pas. Il n'a non plus jamais voté pour une constitution. La première constitution algérienne, comme vous le savez, a été votée ou traitée dans un cinéma, et on nous a imposé une constitution caduque qui par la suite, à chaque fois, elle a été cousue, on lui a préparé un costume, etc., jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'un peuple, pendant 9 mois, demande le changement de système, demande à ce qu'on lui donne sa souveraineté. Comment? On lui, c'est pas يحبط من المرادية ولا من l'état garant ولا قايد ويقول الشعب هاك شكون يدير المفاتح. C'est pas ça. Rendre la souveraineté à un peuple, quand on dit appliquer le minimum syndical, c'est revoir la Constitution. Comment? À travers une période de transition, à travers une constituante. Penser ensemble, en tant qu'Algériens, et avec nos différences, le minimum syndical de socle commun qui nous permette de vivre tous ensemble, librement, dans notre pays. Et que nul d'entre nous ne soit stigmatisé pour appartenant à telle tendance idéologique ou à telle région ou à telle appartenance linguistique et qu'on vive tous ensemble. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on les entend encore parler de les constantes, les ceci. Ce qui est constant n'avance pas. Et ce qui est constant, c'est avant tout la liberté. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire arriver une idée pareille à quelqu'un qui est d'un niveau de 4e année primaire et tout ce qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir et de sauver sa peau. Donc le système et le régime, même si j'évoque de temps en temps Gaïd en tant que symbole, je n'ai rien contre Gaïd. Il fait de la peine. C'est triste d'être aussi limité intellectuellement. Ça doit être d'une... Quand on est très limité intellectuellement, on n'existe qu'à travers un poste, une tenue, un grade. Lorsqu'on est plein intellectuellement, on existe, même s'il n'y a rien de tout ça. Il essaye d'exister encore et toujours. Donc, mais le régime, ce n'est pas uniquement
des hommes, ce sont avant tout des pratiques. Des pratiques. Les pratiques de ce système vont se reproduire encore aujourd'hui. Ils veulent imposer les élections du 22 février, les élections du 12, excusez-moi, du 12 décembre. Comment donc toujours, si on essaye de se poser la question, le 22 février, un peuple est sorti, il a enlevé un cadre, si le peuple n'était pas sorti, aujourd'hui, ce cadre. Il a essayé de rejoindre la révolution bien en retard. Il a dit, je resterai fidèle à cet homme jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est l'histoire. Jusqu'au mois de mars, on était en train de nous traiter dans la rue comme étant des éléments qui veulent déstabiliser, alors que tout un peuple était dans la rue. Avant ça, 2014, 2008, 2000, etc., c'était peut-être un groupuscule ici, en Kabylie, en 2001, avant ça, en 88, etc. C'était peut-être à chaque fois des groupes de personnes qu'on pouvait rapidement ou assassiner à l'époque, ou assassiner médiatiquement par la suite, en disant Ayadi Khareji, Soryonin, tout le monde a eu droit à tout de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est tout un peuple qui est dans la rue. En quoi, aujourd'hui, le système est différent de celui où Bouteflika était à la tête de la nation? On ne voit aucune différence. C'est exactement les mêmes pratiques. Même si le peuple a libéré une institution militaire qui était soumise à lui, aujourd'hui, on vit exactement la même chose. Un groupuscule de personnes veut choisir le président de la République. On étouffe toutes les voix, on les liquide, on étouffe les médias. On n'a plus droit à aucun média de libre. On fait du chantage à tout le monde. Mais heureusement qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, et c'est le média de demain, les réseaux sociaux. C'est pas spécifique à l'Algérie. C'est les médias de demain, que ce soit pour nous ou que ce soit pour l'Occident. L'Occident, il a des médias qui sont manipulés par les lobbies financiers. Ce sont des lobbies financiers qui ont mainmise sur plus de 80% du média occidental, même du média d'ailleurs. Donc, ces médias-là ne pourront être libres qu'à travers les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on se dit, inspirez-vous, il y a une chaîne de médias qui s'appelle Thinkerview. Ce sont les spectateurs, ce sont les citoyens qui regardent ces médias-là, qui financent, qui envoient 100 dinars ou 200 dinars, et qui financent le média par Internet pour que ces médias soient libres. Parce que, qu'est-ce qu'il doit au citoyen qui le fait vivre financièrement? Il ne lui doit que la vérité. Donc c'est très très important, et là on bascule, parce que même les médias internationaux ne sont pas libres. Et on le voit bien, qui reçoivent des instructions. Je sais que certains journalistes disent, et je parle des journalistes étrangers, on ne nous donne pas de visa, c'est pour ça qu'on ne vient pas couvrir, etc. Chose vraie, hein, on ne donne pas de visa aux journalistes étrangers. Alors, et ça, c'est une grande atteinte à la liberté d'expression, mais ceci dit, ces journalistes-là, ils ont souvent des correspondants ici, mais on ne veut plus parler de l'Algérie dans les médias internationaux. On ne veut plus parler de l'Algérie parce que la majorité des puissances étrangères soutiennent le haut commandement militaire dans son choix d'un futur clown de façade afin d'avoir une façade démocratique. Ils le soutiennent. Donc à partir de là, il ne faut pas compter sur les étrangers. Vous savez, ce n'est pas un ou deux députés de l'Union européenne et qui ont été instrumentalisés davantage par le régime. On se demande parfois s'ils ne se sont pas entendus. Parce que le timing, ils n'ont pas parlé de nous pendant 9 mois. Quelques jours avant les élections, vous avez des députés qui s'expriment pour dire oui, ce pays, on n'en a pas parlé, on parle de Tataouine-les-Bains, mais on ne parle pas d'un pays qui est en face de nous, en face de la Méditerranée. Pour les députés qui ont été sincères de l'Union européenne, je dis qu'ils représentent la voix de leur peuple, et les peuples occidentaux et les peuples internationaux admirent ce peuple algérien dans son pacifisme, dans sa lutte pour la liberté, et dans sa manière d'être pionnier
nous sommes sortis avant les pays d'Amérique latine. Parce que ce n'est pas un combat uniquement celui de changer de régime ou un combat local. Le combat qui se fait aujourd'hui est un combat mondial. Contre un néolibéralisme sauvage. Contre une nouvelle méthode d'esclavage des peuples. Pour qu'une minorité s'en mette plein les poches et que ces peuples-là, et en particulier les peuples qui détiennent des richesses souterraines, on fait en sorte de leur faire un chantage ou qu'on leur impose un dictateur téléguidé par l'étranger, ou alors qu'on foute la pagaille chez eux, comme ça a été fait en Syrie, en Égypte et autres. Et parce qu'il y a des intérêts géostratégiques sur le passage d'un tube de gaz, sur le pétrole, etc., ou par rapport à leurs richesses souterraines. Ces pays-là, on y fout la merde, ou on y impose un dictateur. Et c'est exactement la même chose qui se passe en Algérie. Pourquoi ça ne se passe pas au Maroc et en Tunisie? Il n'y a pas d'intérêt bagage d'art. Donc voilà, un peu de tourisme, et voilà, un peu de tourisme sexuel parfois, pour faire plaisir à quelques vieux Européens, en mal de chair. Ça se limite à ça. Mais l'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est des intérêts financiers, c'est des intérêts de pétrole, c'est énormément d'intérêts. Et là, tout le monde a le regard figé, et effectivement, même si certains peuvent vous dire, nous sommes d'accord avec vous intellectuellement, même des étrangers peuvent discuter avec vous, vous dire, oui, vous avez raison, en tant que peuple, de vouloir vous libérer, etc. Mais écoutez, on ne va pas aider le peuple algérien à atteindre la démocratie et à militer pour ses propres intérêts. On dit qu'il y a des gilets jaunes. Il a le prix de l'essence. Il faut que ça continue. La machine, il faut qu'elle continue. Il faut qu'on continue à envoyer nos richesses, à importer le kharda à vendre ici, à tuer nos entreprises. Nous n'avons plus d'industrie, pratiquement plus. On a une majorité de jeunesse au chômage. On accepte de recevoir vos visas d'études. On a quelques étudiants. Quelques étudiants, visa d'études. Ils n'ont pas visa d'études. Ils vont au Bahar, ils vont en Italie, ils vont un sandwich et puis on verra ce qu'on va en faire. C'est pas ce qu'on veut. Moi, j'ai pas envie de t'envoyer ma jeunesse, moi. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle vive ici et qu'elle ait un travail ici et que, d'abord, nos richesses bénéficient d'abord à nous. Justement pour nous débarrasser d'abord de cette dépendance aux hydrocarbures qui a fait de nous des esclaves, que ce soit en national ou en international. On est dans un système donc globalisé où les pays qui ont des richesses ont fait en sorte de les soumettre et soumettre leur pouvoir d'abord, celui qui les représente, leur président, qui n'auront aucune marge de manœuvre, et à côté de ça, lui fera soumettre son peuple pour le faire taire en lui donnant ceci ou cela. Vous savez, je ne vais pas être très longue, je vais faire vite comme ça on va discuter. Certains disent, qu'a fait le Hirak jusqu'ici? Le Hirak algérien. Alors vous avez ceux qui ont envie de nourrir le défaitisme. Le Hirak, et donc c'est bon, ça doit s'arrêter. Une fausse blonde, ouais, j'ai rien contre les blondes ni pour les fausses, les vraies, qui vous dit donc la raïs de cas. La sieste. On a droit à tout, on a droit à tous les délires possibles et imaginables. Des clowneries pendant des mois à entendre des conneries. Donc, alors vous avez beau leur donner, parce que vous savez, que ce soit la politique ou le débat, c'est on est là, tu me donnes ton argument, je te donne mon contre-argument, l'argument le plus puissant, le plus fort l'emporte, à travers la logique. Le Hirak, jusqu'ici, il a non seulement fait en sorte d'enlever ce cadre-là, parce que le 22 février, les Algériens ne sont pas sortis pour avoir un morceau de pain, ou même si, dans le fond des choses, bien sûr, qu'il y a des luttes sociales à mener, mais il est sorti pour sa dignité.
il a enlevé un cadre, parce que s'il n'avait pas été enlevé, aujourd'hui le haut commandement militaire n'aurait pas bougé et aurait salué un cadre. Donc on imagine à quel point le peuple a sauvé justement cette institution militaire qui, à travers ses donneurs d'ordre, veut imposer des élections caduques. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette révolution unique au monde également? Ça a été une lame de fond. La révolution algérienne du 22 février, c'est une révolution de conscience. Ce n'est pas uniquement une révolution de se réapproprier, parce que le néocolonialisme, il ne vous occupe pas vos terres. Je ne vais pas venir t'embêter chez toi. Mais le néocolonialisme, c'est tu vis sur ta terre, mais tout ce qu'il y a en dessous ne t'appartient pas. Parce que voilà, les richesses, les sharikat muta'addat al-jinsiyat, c'est elle à qui appartient l'Algérie aujourd'hui. Donc cette révolution-là, et à travers ce ras-le-bol, est venue rappeler aussi qu'il fallait remettre l'Algérie sur rail. Car l'histoire contemporaine nous enseigne clairement qu'il y a eu à un moment donné un déraillement de l'histoire. C'est-à-dire que c'est une lutte de tous ces Algériens qui ont envie aussi de rendre hommage à une poignée d'Algériens qui a cru à cette Algérie libre, plurielle, démocratique, en paix avec elle-même, qui met le travail en avant. On veut tous se mettre au travail pour produire nos propres richesses et ne pas attendre comme un parasite à ce que les pays étrangers m'envoient leur camelote. On a envie de créer nos propres richesses et de les exporter nous-mêmes. Donc c'est aussi rendre hommage à ces gens-là qui y ont cru et qui sont morts de désillusion, de fatigue, d'y avoir cru et ça ne s'est pas réalisé. Par une double peine. Donc par la première peine imposée par le colonialisme qui leur a fait vivre de sinistres périodes, mais la deuxième peine, ce fut d'avoir été trahi, ce sentiment de trahison à travers le peuple, pas le peuple qui a trahi ses élites, mais à travers ceux qui ont kidnappé la révolution, qui ont trahi ceux qui l'ont imaginé. Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça soit la médiocrité qui prennent le pouvoir en post-62, mais bien la méritocratie. Au lieu de la méritocratie, nous vivons la merdocratie. Les droits d'auteur. Hein, cette révolution du 22 février est une rectification de l'histoire pour qu'on remette notre Algérie sur le droit chemin. Une histoire telle qu'elle aurait dû être racontée et non pas tous les mensonges qu'on a subis jusqu'ici pour faire durer et maintenir un système. Au lieu de cela, donc la guerre à l'époque a été déclarée à l'intelligence algérienne, à tout ce qui était instruit. Et comme je le disais tout à l'heure, le Gaïd Saleh et cette minorité d'octogénaires, je n'ai rien contre les vieux. Il y a des vieux, même non instruits, d'une sagesse incommensurable. J'ai eu des grands-parents avec qui j'ai discuté et j'ai beaucoup appris d'eux. Mais ces vieux-là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, nous sommes en 2019, et aujourd'hui, nous sommes au courant, tous et tous les peuples, que le monde réfléchit avec une logique de CAC 40, de bénéfices. De ce que tu peux me rapporter. Donc c'est cet esclavage moderne qu'on remet en cause pour s'approprier réellement notre indépendance. Parce que vous savez, même dans les autres pays, même dans les pays occidentaux, la plus belle des démocraties, le président n'est pas élu par le peuple. Il est élu par des lobbies. Par des lobbies. C'est un monde de lobbyisme. Ça ne peut pas continuer comme ça. Que d'autres pays l'acceptent. Nous, on ne veut pas de ça. On veut autre chose. Une vraie indépendance d'un peuple. Donc aujourd'hui, quand on parle du 22 février, il s'agit clairement que d'une continuité du même système. Mais ne pas dire que le Hirak n'a rien apporté. Vous savez, quand j'ai discuté avec un ami que vous connaissez probablement, qui est le professeur Mahnan, un professeur de philosophie, certains se disent, ça fait quand même 9 mois que ça dure.
on est fatigué. Ça fait 9 mois, nous avons sacrifié tous nos week-ends, les vendredis, les mardis, les étudiants sont dehors, et dans certaines régions, c'est tous les jours, on est dehors et on dit non au nom de ma dignité, de notre dignité en tant que peuple. On le fait tout le temps, mais certains se disent oui, mais ça n'apporte rien. Parfois, ce sont des hommes d'affaires, on le comprend. Et on le comprend. Ceci dit, je pense, et comme le pense Maïd Mahnala, que c'est une bonne chose que ça ait duré 9 mois. Pourquoi? C'était presque la durée d'un diplôme rapide, de conscientisation, de se réapproprier les rues, de se réapproprier le politique. Vous avez aujourd'hui des jeunes sur Facebook qui est là en train de critiquer un candidat, de critiquer un système, de dire je ne suis pas d'accord. Il y a 10 ans, il y a à Facebook, c'est allô, tu as quel âge? Âge sexy. Donc jusqu'ici, on a énormément avancé. On a énormément avancé et le sujet est devenu éminemment politique. Éminemment politique. On a cette jeunesse qu'on attendait depuis longtemps et qui, à travers la décennie, à travers les larmes et le sang, a été mise de côté. Parce que l'inconscient collectif lui emmenait droit dans la tête que tout ce qui est politique, c'est les larmes et le sang. Politique, c'est la peur. C'est la peur. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui n'a pas forcément vécu la décennie, mais à qui nous qui avons été enfants pendant la décennie, et on s'est posé énormément de questions à cette époque-là. Nous, on leur dit, attention, pas de violence, parce que ça risque d'entraîner ça. Nous, la génération de transition, on essaye de transmettre comme une courroie de transmission, les erreurs où il ne faut pas tomber. C'est un régime qui a les armes. C'est un régime violent. C'est un régime où les vestiges du régime, ignorant, il a tout. Mais on a les idées. Les idées sont chez le peuple. La conscience est chez le peuple. Et le régime ou ses vestiges n'a aucune idée d'où il va. Tout ce qu'il veut, c'est sauver sa peau, mettre un clown et faire poursuivre un régime que nous condamnons. Donc aujourd'hui, concernant le 12 décembre, le 12 décembre, ils vont tout faire, ils sont dans une logique suicidaire et jusqu'au boutiste. Ils vont tout faire pour mettre encore une marionnette. Une marionnette qui viendra remplacer Ben Salah, qui est, je vous rappelle quand même que Ben Salah est le chef d'État, qu'on ne voit jamais. Et on ne voit qu'un général, il est là en train de nous traiter de tous les noms. Et récemment encore, on a eu droit à un concert où on est tous des pervers, des homosexuels. Je respecte les homosexuels. Tout le respect pour eux, mais s'il vous plaît, on ne l'est pas tous. Arrêtez de dire que tout le monde est tout. Un peu de parité, s'il vous plaît, entre les hétéros et les homos. Donc, on a eu droit à tout. Mais aujourd'hui, lorsque on sort, je suis sortie hier, ici à Béjaïa, cette ville que j'apprécie énormément parce qu'elle a beaucoup apporté à cette conscientisation à travers monsieur le café littéraire, à travers les livres, et puis ça a donné envie à d'autres wilayas et ça a été une contagion et c'est magnifique ce qui se passe. Ça a uni un peuple. Moi quand j'entends parce qu'on a tout fait pour nous diviser à travers le régionalisme, il est trop musulman, l'autre il n'est pas assez, elle est ceci, elle est trop libre, on a tout fait pour nous diviser, mais le Hirak, ce qu'il a apporté, vous savez ce qu'il a apporté, Hirak? Nous n'avions pas réellement de notion de peuple jusqu'au 22 février. Nous étions des régions, nous étions des communautés, nous étions des musulmans ou des non-musulmans, nous étions trop salafistes ou pas assez sunnites ou pas assez ceci, nous étions dans ce qui faisait peur. Parce que ça a coûté la catastrophe au Libye. Mais nous, ça nous a apporté un peuple conscient, un peuple uni et conscient de ses différences et qui s'accepte en tant que peuple. La révolution ne s'arrête pas le 12 décembre.
elle commence le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est le divorce. C'est une preuve supplémentaire, si tu devais encore m'en apporter une en tant que régime corrompu, que tu es suicidaire, que tu n'as aucune vision et que tu n'as aucun projet de société. Car sans projet de société, il n'y a pas de peuple. Le projet de société aujourd'hui, le peuple est en train de le vivre tous les jours, dans ses différences. Quand vous sortez dans la rue et que vous avez une femme voilée, non voilée, un conservateur, un tendance progressiste, un ceci, un cela, et ils sont là, ils marchent pour une Algérie, pour une république, tous unis en tant que peuple. Mais bien sûr, pour une Algérie plurielle, pour une constitution qui accepte chaque citoyen, et c'est pour ça qu'on veut passer à travers la constituante, et bien là, nous avons, le 22 février, nous a fait gagner un peuple avec sa définition et sa vision de ce qu'est un État, de ce qu'est une république, de ce qu'est un vivre ensemble. Je vous remercie infiniment.